Bonjour à tous et bienvenue sur la vidéo du jour. Je vous préviens, cette vidéo va être problématique. Cette vidéo ne va pas faire l'unanimité. C'est le but parce que c'est un sujet assez sensible dont il faudrait qu'on parle. Il faudrait qu'on, comme on dit au Québec, qu'on lève les couvertes, c'est-à-dire qu'on lève le voile sur certaines problématiques qui nous concernent, nous les afrodescendants, ainsi que les Africains vivant en Occident. Alors, je vais répondre à ce commentaire qui m'a été donné par Bina Kotazo 100 sur ma vidéo parlant des conséquences du poids du célibat de la femme noire en Occident. Le commentaire va comme si: les femmes noires, vous vouliez l'indépendance financière, être égale à l'homme, avoir une belle carrière et déclarant ne pas avoir besoin d'un homme dans la vie. Parce que vous êtes des femmes fortes, battantes et que le mariage n'est pas une fin en soi. Girl power, oh le féminisme, voilà aujourd'hui que le piège se referme sur vous. Vous commencez à pleurer partout et vous plaindre. Les femmes noires d'Occident, c'est vous qu'on voulait isoler des hommes noirs. Résultat, c'est vous qui êtes durement touchés par le célibat parmi toutes les femmes. Pour être sur les réseaux sociaux, il faut avoir le cœur. Il faut avoir le cœur, il faut avoir le cardio, il faut avoir la carapace. Parce que il y a des commentaires, franchement, quand tu les lis, il y a toutes sortes d'émotions qui te traversent. Pas moi, mais pour quelqu'un de lambda, parce que moi j'ai déjà fait ma carapace et tout, je veux dire, mon vécu m'a permis d'avoir cette carapace-là par rapport aux commentaires désobligeants ou quoi, donc je le prends pas du tout personnel. Mais si tu veux te mettre sur les réseaux sociaux, ma chérie, mon cher, il faut avoir le cœur, il faut avoir le cardio, parce que tous les commentaires ne vont pas être gentils, surtout quand tu donnes un point de vue qui est bien fondé, ça va aller frotter les gens dans le mauvais sens du poil. Donc, il dit beaucoup de choses dans son commentaire. Vous pouvez voir que je suis malade, je suis enrhumée, mais ça va mieux, donc on continue. Je sais même pas par où commencer en fait, les amis. C'est-à-dire que, en fait, on sent au travers de ce commentaire-là la frustration ou le fait de se réjouir que sa sœur noire galère parce qu'elle l'a recalé. C'est ce que moi j'en déduis ici par rapport à ce type de commentaire. Euh, Vouloir l'indépendance financière, être capable de produire soi-même un revenu, est-ce une mauvaise chose? Que l'on soit noir, blanc, marron, jaune, asiatique, latino, autochtone, est-ce que c'est une mauvaise chose en soi de vouloir être capable de produire soi-même un revenu? En tout cas, à mon humble avis, non. Et ce n'est pas parce qu'on est en Occident que là, tout d'un coup, on s'octroie le droit d'avoir une autonomie financière. Parce qu'en Afrique, les femmes travaillent. Elles vont vendre les beignets sur la route, elles vendent les sachets d'eau, elles vendent les fruits en route dans leur corbeille sur leur tête, elles vendent des dattes, elles vendent des arachides, elles vendent plein de trucs. Plein de trucs. La femme noire africaine qui vit sur le continent africain génère de l'argent. Donc, elle a une certaine indépendance, même si elle ne jouit pas du fruit de son travail parce que dans la majorité des cas, les femmes qui travaillent ainsi, vous allez remarquer, elles ont des enfants, soit un au dos, soit un le tient par la main quand elles sont dans les rues en train de vendre leurs marchandises et qu'elles ont leur petit commerce au marché. Ce sont généralement des mères de famille. Ce ne sont pas des femmes célibataires qui ont 28, 34, 38 ans. Parce que la majorité d'entre elles sont mariées à un très jeune âge. Donc il y a tout un contexte socio-culturel à prendre en compte et tout un contexte socio-économique aussi à prendre en compte. Donc le fait de vouloir une indépendance financière, à mon avis ici, ce n'est pas un bon argument. On veut avoir une belle carrière. Bah, je veux dire, c'est le droit de tout un chacun. C'est pour ça que les femmes, d'ailleurs, les bourgeois se sont levés à un moment donné parce qu'elles s'ennuyaient, vu que elles avaient des intendantes, tout ça. Elles s'ennuyaient, elles voulaient produire. Bah, elles ont milité pour le fait que les femmes puissent travailler, parce que les ouvrières, elles travaillaient, hein. La seule classe sociale où les femmes ne travaillaient pas, c'était les bourgeoises et l'aristocratie. Elles faisaient des salons de thé, des choses comme ça. Elles allaient à des galas, à des ventes aux enchères, des choses comme ça. Elles ne travaillaient pas. La classe ouvrière travaillait, la classe paysanne travaillait.
C'est que c'est juste une catégorie de femmes sociales qui ne travaillaient pas et qui ont revendiqué le droit au travail. Sinon, les basses classes, elles travaillaient, hein. Donc ce ne sont pas elles qui auraient: «Ouais, nous, on veut travailler caca», non, ça, c'est pas elles. OK? Donc oui, les femmes, si elles le désirent, ont le droit de vouloir une belle carrière et déclarent ne pas avoir besoin d'un homme. Alors ça, je pense que c'est un message qui est récurrent dans le sens où l'homme a toujours été considéré donc comme, le pourvoyeur, donc celui qui va à la chasse rapporter l'argent, va au travail rapporter l'argent. Mais maintenant que les femmes travaillent, elles vont aussi à la chasse pour rapporter l'argent. Elles vont aussi au travail pour rapporter l'argent. Donc, en fait, le problème ici, ce n'est pas le fait de ne pas avoir besoin d'un homme, c'est de se demander qu'est-ce que l'homme tu apportes de plus parce que tu travailles, je travaille, peut-être pas à la même intensité. Et je dirais toujours ça dans mes vidéos, que les femmes ne pourront jamais travailler comme les hommes parce que déjà, hormonalement, on n'est pas pareil. Si les femmes sont honnêtes, elles vont admettre qu'elles ne peuvent pas travailler à 100% de leur capacité le mois entier. Pourquoi? Parce qu'à moins qu'elles soient en déséquilibre hormonal. Mais si elle est une femme complètement équilibrée, les hormones changent chaque 10 jours à peu près. On a 4 changements hormonaux dans un mois. On ne peut pas travailler à la même vitesse le mois courant. Ce n'est pas vrai. Maintenant, le monde du travail n'a pas été façonné pour la femme. Donc, on est obligé de travailler à la même intensité le mois courant. Et c'est pour ça que beaucoup de femmes font des burn-out, elles se sentent fatiguées et on les traite de paresseuses. C'est pas qu'elles sont paresseuses, c'est juste qu'elles sont dans une autre phase du cycle où on a moins d'énergie et biologiquement, c'est comme ça. C'est ça qui est là. Donc en fait, la question, c'est pas est-ce qu'on n'a plus besoin d'un homme? La question, c'est on travaille comme les hommes, ou du moins on va au travail, on rapporte aussi de l'argent, peut-être pas autant, mais on rapporte aussi une manne financière. Donc, qu'est-ce que toi, homme, tu ramènes de plus que je ne fais pas déjà? Elle est plus là la question. Et c'est une question qui dérange beaucoup parce que c'est comme si on disait que l'homme finalement ne sert plus à rien vu que nous-mêmes sommes capables de produire. C'est ce que en fait c'est le sous-entendu. Mais la réalité, c'est pas qu'on n'a pas besoin d'un homme, pas du tout. L'homme a besoin de la femme comme la femme a besoin de l'homme parce que nous sommes complémentaires. Mais la question demeure, à part apporter l'argent, qu'est-ce que tu vas m'apporter de plus? Parce que la majorité des femmes noires, malheureusement, oh là là, je suis enrhumée. La majorité des femmes noires, majoritairement, quand elles se marient, en Occident en tout cas, avec des hommes, la majorité d'entre elles ne se marient pas avec un homme de leur niveau. Ou si elles se marient avec un homme de leur niveau, l'homme leur apporte plus de stress que de soulagement. Parce qu'il s'attend, surtout en tant que bonhomme africain, il s'attend à ce que oui, tu ailles travailler, tu choisis de travailler, ok, tu as ta carrière, mais les tâches de la maison doivent quand même être faites. Tu dois quand même nettoyer, tu dois quand même cuisiner, tu dois quand même t'occuper des enfants, tu dois faire les devoirs des enfants, tu dois aller... Donc, toute la charge mentale de la gestion de la maisonnée repose sur la femme, alors qu'elle a aussi une charge mentale au travail et le fait qu'elle doive produire et donner des résultats à son boss. Donc la femme se retrouve, OK, moi finalement, dans ce couple, c'est même pas du 50-50 en fait qu'on fait. C'est du 50-100. Parce que je ramène 50% des revenus, mais je me tape 100%. En fait, c'est du 150-50. Je ramène 50% des revenus, mais je me tape 100% de la gestion de la maison. Toi, tu ramènes 50% des revenus. Le reste, tu sors avec tes amis, tu vas faire ta petite vie. Une fois de temps en temps, tu laves les enfants parce que j'ai râlé pendant 3 semaines. Donc là, tu dis, putain, faut que j'arrête. Tu vas t'occuper des enfants. Mais si ce n'est pas limite forcé, tu vas pas le faire. Donc, c'est dans ce sens-là qu'elles disent, bah, je travaille comme toi, frère. Donc, c'est quoi que tu apportes? C'est quoi que tu m'apportes? Et si tu n'es pas capable en tant qu'homme de dire ce que tu apportes de plus que juste ramener l'argent, parce qu'en plus, vous partagez le loyer, vous partagez les charges, ben à ce moment-là, elle va se dire, ben, j'ai pas besoin de toi, en fait, parce que je gère déjà tout. Je gère déjà toute la maison et je fais de l'argent. Donc, si j'ai pas autre chose venant de toi, ça sert à quoi? C'est le raisonnement que les femmes ont, ok? Excusez-moi.
Donc vous n'avez pas besoin d'hommes parce que vous êtes des femmes fortes et battantes et le fait d'être une femme forte et battante, c'est une narration qu'on a vraiment, beaucoup donnée aux femmes pour justement qu'elles soient résilientes et qu'elles puissent survivre dans le monde du travail. Mais dans la vie de couple, être forte et battante, pour une femme en tout cas, ne sert pas vraiment à grand-chose. C'est juste un mécanisme de défense et un mécanisme qui sert de protection dans le milieu du travail, OK? Le mariage n'est pas une fin en soi. Bah non, le mariage n'est pas une fin en soi. Et là encore, ça dépend du niveau de conscience dans lequel on se situe. Si on se situe dans la princesse de Disney, oui, le mariage c'est une fin en soi. Si on se situe dans Zéro à Monroe, le mariage est un objectif. Si on se situe dans l'ère de la diva, le mariage est un portail. Si on est dans la royauté, le mariage c'est autre chose. Donc, dépendamment de où on se situe dans son niveau de conscience, le mariage va avoir une signification différente. C'est très important ce que je suis en train de dire ici. Le mariage n'a pas la même signification pour tout un chacun parce que tout dépend du niveau de conscience dans lequel on est. OK? Oh, girl power, féministe. Voilà, aujourd'hui, le piège se referme sur vous. Là, je sens vraiment, en fait, de la moquerie et de la joie de voir sa sœur noire souffrir. Parce qu'en fait, c'est pas que le piège se referme, en réalité, c'est pas ça. Encourager les femmes à développer une activité, à générer des revenus, à se concentrer sur elles-mêmes, à se développer, à devenir la meilleure version d'elles-mêmes, en quoi est-ce que c'est mauvais en soi? Ce n'est pas mauvais. C'est pas que le piège se referme sur la femme noire en Occident parce qu'elle se retrouve célibataire, il y a le poids du célibat sur elle. Il n'est pas là le piège. Le piège, en réalité, est pour le sexe opposé. Parce que la femme noire en Occident aujourd'hui, bien qu'elle soit célibataire, préfère rester célibataire plutôt que de se taper un homme qui va l'emmerder plus qu'autre chose. Il est là le piège. Lorsqu'une femme trouve son épanouissement, vous avez jamais remarqué, réfléchissez bien. Une de vos copines sortait avec un gars, tout ça s'est terminé, rupture. Ok, elle pleure là pendant 3 mois. Et ensuite, tu la vois vraiment rayonnante, tu as l'impression que quelque chose d'extraordinaire s'est passé dans sa vie et tu lui demandes: «Est-ce que tu as un mec?» et tout. Elle te dit: «Non, elle a pas de gars et tout, c'est juste qu'elle a retrouvé sa joie de vivre, elle se concentre sur elle, elle fait ses trucs». Genre elle avance, elle rayonne. C'est dans cet état-là que les hommes vont commencer à l'approcher encore. Donc en réalité, le piège ne se referme pas sur la femme noire si elle décide de rester célibataire ou du moins qu'elle par défaut, parce qu'elle ne veut pas se mettre avec tout le monde et n'importe qui, elle préfère rester célibataire en attendant de trouver la bonne personne pour elle, que ce soit un homme noir ou un homme d'une autre communauté. Donc le piège ne se referme pas vraiment sur la femme noire, parce que même si inconsciemment la femme noire veut son Black King, veut son homme noir, elle se rend bien compte dans la réalité que l'homme noir, en fait, il n'a pas nécessairement évolué. Et que si elle priorise sa paix, c'est incompatible avec un homme qui n'a pas évolué. Maintenant, il y a des hommes noirs qui sont très bien, hein, qui sont très bien, ils réussissent dans leur vie, tout ça, ce sont des amours, machin, ils ont de la considération, ils ont de l'empathie, tout, tout, tout. Même si c'est un faible pourcentage, il y en a. Maintenant, est-ce qu'ils sont célibataires? Ça, c'est autre chose, parce que ce genre d'homme-là, en général, se marie quand même tôt. Parce que dans la culture africaine, dans la culture noire, on se marie toujours très tôt. On se marie très tôt, on fait des enfants après ça. 5 ans, 10 ans plus tard, en tout cas, ça nous gaze, et puis ils divorcent, et là, ils veulent se mettre avec une autre femme. En général, c'est ça. Mais en Afrique, un homme à partir de 30 ans, il faut que tu commences à te marier, hein. Il faut que tu commences à te marier. Pour une femme, si tu atteins 30 ans et que tu n'es pas mariée en Afrique, tu es déjà vieille fille. Donc, c'est pas que le piège se referme sur la femme noire, pas du tout, pas du tout. Vous commencez à pleurer partout et vous plaindre. Les femmes noires d'Occident, c'est vous qu'on voulait isoler des hommes noirs. Si pour toi,
Isoler une femme noire d'un homme noir, c'est lui donner la possibilité de se développer, bah, vaut mieux qu'elle soit isolée, en fait. Vaut mieux qu'elle soit isolée, clairement. Clairement. Parce que même si la femme noire, comment je vais dire ça? Même si la femme noire de prime abord n'est pas le premier choix de toutes les communautés, elle peut se démarquer quand on la prend en individuel. Quand on la prend en individuel, c'est-à-dire qu'elle se sépare du groupe, on ne la voit pas en tant que communauté, on la voit en tant qu'individu, elle peut se caser. Il fallait que je tousse maintenant pendant que j'enregistre la vidéo, mon Dieu. En tout cas, c'est vous qui êtes durement touché par le célibat parmi toutes les femmes. Oui, je pense que la femme noire est beaucoup touchée par le célibat en Occident. Mais c'est un célibat choisi. C'est juste un célibat choisi. Et malheureusement, dans leur célibat choisi, il y en a qui craquent. Et celles qui craquent vont aller chercher un mec au bled ou bien se contenter d'un gars qui va lui faire la misère, tout ça, juste pour dire qu'elle est mariée, qu'elle a un homme dans sa vie, pour pouvoir faire des enfants et tout. Je veux dire, chacun choisit ses combats, hein. Moi, j'ai pas de problème. Mais les commentaires comme ça, qui sont pas vraiment développés et qui reflètent juste, en fait, l'état du cœur, ça me fait pas de la peine, mais ça m'attriste, en fait, parce que je me dis, si vraiment la femme noire avait un patriarcat solide, on ne serait pas dans ce genre de situation. Parce que les femmes noires sont les femmes qui sont les moins protégées au monde. Regardez en Afrique le système judiciaire. On aura beau parler des gens d'Arabie Saoudite, tout ça, eux, ils protègent leurs femmes. Quoi qu'on va monter, descendre, ils protègent leurs femmes. Chez nous, en Afrique, on ne protège pas les femmes. Les femmes noires sont les moins protégées au monde. Vous me direz, peut-être en Inde, aussi au Sri Lanka, tout ça, machin. Ce n'est pas des peuples que je connais, ni des communautés que je connais vraiment. Moi, je connais les Caucasiens, je connais les Africains, même les Chinois. Dans chaque peuple, il y a des défaillances, mais le patriarcat noir est le plus faible au monde. Je veux dire, il faut juste regarder l'histoire. L'histoire de l'humanité. Regardons juste l'histoire de l'humanité. À part le temps de l'Égypte, et même là, et des grands royaumes. Et ça n'a jamais été, je veux dire, quand on regarde l'histoire. Donc, si l'homme noir voulait vraiment que la femme noire soit en sécurité et qu'elle ne soit pas obligée d'aller voir dans d'autres communautés, il ferait tout pour faire en sorte qu'elle se sente qu'elle se sente aimée, qu'elle se sente valorisée, qu'elle se sente en sécurité, qu'elle sache qu'elle peut compter sur l'homme noir, homme grand H. Il y a tellement d'histoires dans les familles, comme quoi le tonton est venu toucher la nièce, ou le père couche avec la belle-fille, genre plein d'histoires comme ça. Comment vous voulez que le capital confiance envers l'homme noir évolue? Faut juste m'expliquer. Faut juste me l'expliquer.
Je n'ai pas la stat exacte, mais je dirais qu'une femme noire sur 2 a déjà subi des abus physiques. Peut-être pas à aller jusqu'au, VIOL, peut-être pas jusque-là, mais des attouchements, des trucs comme ça. Une femme sur 2 noire, par un homme qui faisait partie de l'entourage. Ah! Bref, sur ce, je vous laisse parce qu'on dirait que ma maladie est en train de s'amplifier quand je parle de ce genre de sujet. Je vous aime et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao.